Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine spéciale de podcast de The Modern Rider. Pendant 4 jours, je vous propose de découvrir 4 interviews inédites pour répondre à la question suivante: quel sera l'avenir de l'équitation? Pour cela, je me suis entretenue avec certains acteurs clés de l'événement le plus attendu de l'année, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Car il est clair que de grands succès viennent d'un cheval heureux et en bonne santé, tout comme les athlètes que nous avons vus performer aux côtés de leurs cavaliers dans les mythiques jardins de Versailles, berceau de la tradition équestre. Alors, après des Jeux de Tokyo qui ont secoué le monde équestre et mis en jeu notre licence sociale, Paris n'avait pas droit à l'erreur pour montrer au public le désir de la communauté équestre de s'améliorer en mettant au centre le bien-être du cheval. Au-delà de nos écrans, c'est toute une organisation et des centaines de professionnels qui ont travaillé ensemble pour redonner son éclat à la tradition équestre, en prenant en compte les connaissances actuelles, les préoccupations du public et bien sûr la sécurité de tous. Entre anecdotes, débats et messages inspirants, ces interviews nous aideront à plonger dans les coulisses du sport et à offrir une nouvelle vision de ce que sera l'avenir de l'équitation. Alors montez le volume et installez-vous confortablement pour écouter ces interviews inspirantes. Quel grand honneur de juger et de présider les épreuves de dressage olympique dans son propre pays. C'est ce privilège qu'a eu le juge et entraîneur Raphaël Sallet. Un rôle délicat puisque la discipline a été au centre de l'attention du public ces derniers mois suite à des événements récents qui ont terni son prestige. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de ces cabines avec vue sur la piste? Quels sont les défis auxquels les juges sont confrontés et comment attribuent-ils les notes? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Raphaël répond ici, en nous faisant profiter de sa vaste et diverse expérience et en nous offrant, le temps de quelques minutes, ses yeux de juge. Eh bien, bonjour Raphaël, merci énormément d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast de Modern Rider. Je suis très contente vraiment d'avoir la possibilité, l'opportunité de faire cette interview avec vous aujourd'hui pour que vous nous racontiez un petit peu votre expérience, votre parcours. Et puis voir un petit peu aussi surtout votre expérience lors des Jeux Olympiques, qui ont été des jeux assez particuliers, peut-être dans le sens novateur, où il y a eu certains changements. Et vous nous le direz si ça ouvre des portes pour le futur du sport équestre. Bonjour Lucie, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager mon expérience des Jeux Olympiques avec votre communauté. Je vous remercie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous demander si vous accepteriez de nous raconter justement un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené justement à être en partie juge de dressage aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une question de hasard. J'ai commencé à juger très jeune. J'avais à peu près 17 ans. Et c'était vraiment par hasard parce que j'avais l'habitude d'être cobaye pendant les cours de juge. C'est-à-dire que je montais, je faisais une épaule en dedans, les juges levaient un carton, et ils donnaient un 6, un 5, un 7 parfois, il y a longtemps. Et j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais assister à la partie théorique de la formation pour m'améliorer en tant que cavalier. Et on m'a dit, il n'y a pas de problème. Et le séminaire qui était prévu dans ma région a été annulé. On m'a dit, on n'a pas besoin que tu montes à cheval, mais j'avais des amis qui devaient passer l'examen. Donc, ils m'ont dit, viens avec nous et tu pourras écrire. Bon. Donc, je les ai accompagnés et le directeur de cours à cette époque-là était Bernard Morel qui m'a dit, Raphaël, tu es là? Non, 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 tu juges. Donc, j'ai jugé comme les autres, j'ai suivi le séminaire. Et 3 ou 4 mois après, j'ai reçu un courrier de la fédération disant que j'étais juge régional ou subrégional, enfin tout petit niveau de juge. Et c'est comme ça que vraiment, par hasard, j'ai commencé à juger. Il faut savoir que dans ma région, j'habite dans l'est de la France, à la frontière luxembourgeoise, on avait assez peu de juges et c'est un phénomène qui est toujours valable à l'heure actuelle. Nos juges étaient un peu âgés et on était un certain nombre de cavaliers à avoir dit, bon, il faut qu'on ait de la discipline, donc on descendait de cheval et on jugeait les épreuves des enfants et c'est comme ça que j'ai commencé à juger. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé justement d'aller plus loin dans cette pratique? J'ai pas décidé grand-chose. Ah, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça parce que
Donc à ce moment-là, je montais les épreuves de junior, puis de jeune cavalier, ensuite le petit tour. Et au fur et à mesure, pendant toute une période, on a été avec un certain nombre de collègues, dont Sandrine Trimborn, qui est juge internationale désormais. On avait pris l'habitude d'aider le sport et de juger quand on montait pas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai passé les différents examens pour devenir juge national de Grand Prix en 97. Donc, vous voyez, c'est presque hier. Et dans la foulée, j'ai passé les différentes catégories pour devenir international. Et je suis juge international depuis 2004. Oui, ça fait quand même déjà un beau parcours. Ça fait quelques années. Et voilà, c'était vraiment une question au départ de hasard. Et après, on s'investit dans la discipline de plus en plus. Et voilà comment on devient juge international et on arrive aux Jeux Olympiques. Et justement, c'est une sorte de consécration. Comment on réagit quand on apprend qu'on va présider justement en plus les Jeux des Jeux Olympiques, en plus à domicile? Ouais, c'est un grand honneur, c'est évidemment une grande pression, c'est aussi une reconnaissance de ses pairs pour en arriver là, et c'est beaucoup, comment je vais dire, ça met beaucoup de pression sur soi parce qu'on a envie de bien faire et on est conscient de tout l'impact que ça peut avoir sur la globalité de notre sport. Et ce qu'il faut vraiment garder toujours en tête, c'est on n'est pas là pour nous, on est là pour le sport, pour les chevaux, hein, pour le sport ensuite. Et c'est l'important dans cette mission. Hmm. Et comment on s'y prépare d'une certaine manière? C'est différent, j'imagine en quelque sorte, mais d'autres grands événements. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place? Très sincèrement, j'ai la chance de juger beaucoup. Donc, il n'y a pas une réelle préparation technique. La préparation technique, c'est je juge beaucoup de compétitions avec différents collègues. Le jugement en soi, c'est pas une grande différence. J'ai travaillé un petit peu sur moi. Je crois qu'il faut faire. Je suis également entraîneur et j'incite beaucoup mes élèves à avoir des coachs sportifs pour avoir un support au cas où les choses se passeraient mal. Parce que c'est important de garder sa ligne et de rester, de savoir où on va et de pas se perdre. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai une amie qui est coach sportif qui m'a donné quelques séances au cas où tout allait mal. Parce qu'il faut toujours avoir un scénario A, B, C, Z. Tant que tout va bien, c'est merveilleux. Mais si on a un souci, il faut savoir comment réagir, comment intervenir au mieux. Voilà, un peu la préparation que j'ai eue. Mais la préparation, je pense qu'elle est le plus important, c'est de juger régulièrement. Et vous savez, à force de juger, ça devient une routine. Et je crois qu'on juge les Jeux Olympiques comme n'importe quel concours. Une fois qu'on est dans notre tribune, une figure, une note, etc., etc. Et je crois que c'est la meilleure façon de procéder. Et donc ces jeux ont en tout cas été perçus par le public, mais aussi, je pense, enfin dans le monde du cheval directement, comme ça a été comme une sorte d'un événement assez clé, surtout autour du bien-être du cheval. J'interviewais il y a quelques jours Déborah Bardot, qui a fait partie du comité donc de bien-être qui a supporté justement JL Event dans l'organisation des jeux pour faire en sorte que vraiment le bien-être des chevaux soit mis au cœur des jeux. Est-ce qu'il y a une certaine évolution? Est-ce qu'il y a des débats aussi qui sont, enfin des échanges en tout cas constructifs entre les juges et peut-être d'autres personnes pour essayer justement toujours de tendre vers une équitation qui reflète cette mise en avant du bien-être chez les chevaux justement? Je crois qu'avant ça, il faut souligner que les Jeux de Paris ont été les Jeux les plus merveilleux qu'on ait jamais vus, tant au niveau du cadre, du site, de l'environnement. Pour nous, ces Jeux-là avaient un véritable symbole, c'est qu'ils se sont passés à Versailles. Versailles, c'est l'école de Versailles, c'est la Guérinière. Donc, c'est allier le sport moderne avec notre tradition équestre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut souligner que l'organisation était exceptionnelle en tout point, que ce soit au niveau de la qualité des sols, la qualité des écuries, la façon dont on s'est occupé des chevaux. Il y avait des chevaux à aller brouter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, le travail colossal que J.L. Liban, par le biais de Sylvie Robert, mais Georg Fink,
aussi ont réalisé, assisté par Didier Ferrer et toute cette équipe qui a été mise en place, était vraiment hors du commun. Et j'ai récemment assisté à une réunion à la FEI et c'est le point numéro un. Et tous les cavaliers, les entraîneurs sont accordés pour dire que c'était des jeux d'une autre dimension et on ne sait pas si on va pouvoir être capable de réatteindre ce niveau-là, tant au niveau de l'organisation, mais même sur un plan sportif. C'est le meilleur sport qu'on ait jamais vu. On parle de sport, de bien-être des chevaux. Regardez, que ce soit les résultats à Riesenbeck ou à Paris, je crois que notre sport est vraiment dans une bonne direction. Bien sûr, on peut toujours améliorer et tous les acteurs de la discipline travaillent pour améliorer le sport. Mais il faut souligner que Paris, ça a été extraordinaire en tout point. Oui, je pense qu'on a été nombreux à le souligner. C'est vrai que chaque passage des cavaliers, c'était vraiment, c'était du beau sport, c'était très beau à voir et effectivement le cadre était exceptionnel dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pense que, alors pas tout le monde, parce que pas tout le monde est d'accord. En soi, là, je parle peut-être un peu pour moi, mais aussi parce que j'ai pu échanger et être d'accord sur ce point-là. On a presque eu l'impression qu'il y a eu vraiment un changement, mais dans le bon sens, même dans la façon de monter les chevaux. Il y avait beaucoup de légèreté. On retrouvait moins ce qui a été beaucoup critiqué, justement, des chanfreins qui peuvent être parfois un petit peu en dehors de la verticale, mais avec vraiment peut-être plus élégant, si je devais mettre un adjectif. Mais c'est quelque chose qui a été, il me semble, souligné. Je Et crois que je vous coupe, je crois que c'est une évolution globale du sport. Si on se projette quelques années en arrière, on avait assez peu de chevaux et de cavaliers qui étaient capables de réaliser un Grand Prix sans faute. On voyait assez peu de chevaux qui piaffaient, qui passageaient, qui changeaient de pied au temps et qui faisaient tout le programme. À l'heure actuelle, on a eu une évolution considérable au niveau de la technique des chevaux et c'est qu'une continuité. C'est-à-dire que maintenant, on va s'axer de plus en plus sur la qualité des attitudes, la qualité du contact. Et c'est une évolution. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça va vraiment dans le sens de l'évolution progressive qui s'est opérée tout au long des dernières années. oui, qui va plutôt dans le bon sens pour le coup. Et en parlant justement si on regarde un peu vers le futur, il y a d'autres discussions qui sont un petit peu, enfin des questionnements qui sont sur la table, pour le dire ainsi. Mais par exemple la question de l'intelligence artificielle, comme ça peut être utilisé dans d'autres sports, donc une question plutôt légitime. Est-ce que potentiellement demain les juges seraient amenés du coup à l'utiliser d'une manière plus active ou... Je crois qu'il faut rester ouvert et je suis quelqu'un qui aime vraiment notre tradition équestre, mais justement, si on veut respecter la tradition, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être moderne. Et si on a des outils qui peuvent nous permettre de nous améliorer, il ne faut pas s'en priver. Donc, l'intelligence artificielle, oui, je crois que ça ne peut pas remplacer l'œil humain, mais si ça peut nous aider, par exemple, s'il y a des fautes de compte, des fautes techniques, et si ça peut soulager d'une certaine façon les juges pour des histoires de compte et des choses comme ça, pour s'axer plus sur le fonctionnement du cheval, je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif. Et on va aller progressivement vers une bonne utilisation de cette intelligence artificielle, comme vous le soulignez, comme dans d'autres sports. En dressage, on n'a pas encore intégré l'intelligence artificielle. Par contre, on a les GSP sur les championnats qui peuvent revoir les vidéos. Donc, c'est déjà un premier pas vers la transparence et pour avoir un sport plus juste. Affaire à suivre, donc. Oui, c'est vraiment en cours et c'est dans l'air du temps et là je parle mes collègues aussi, on est tout à fait ouvert à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'homme qui nourrit l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur le rôle que l'intelligence artificielle doit jouer dans notre sport. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers que vous retenez justement de cette expérience, de votre expérience pendant ces Jeux? Enfin, vraiment, ça a été comme un rêve éveillé, ces jeux, je dois dire.
j'ai eu la chance de travailler avec une vraie bonne équipe de collègues avec laquelle on a participé à de nombreux concours, nombreux championnats ensemble. Et ça, c'est aussi un peu le rôle du président de jury, de faire en sorte que toute l'équipe travaille ensemble, pas seulement les juges, hein. C'est-à-dire qu'on avait une équipe de juges, on se connaissait bien, on a l'habitude de juger différentes compétitions ensemble, des compétitions internationales, mais aussi des championnats. Donc, l'ambiance était bonne, on était sûr. C'est-à-dire, ce qui est important quand on juge, c'est d'avoir une équipe dans laquelle on peut avoir confiance. On a tous des points de vue différents. Je donne souvent un exemple. Quand vous regardez quelqu'un marcher dans la rue de dos, je vais vous donner un exemple très concret. De dos, vous voyez une femme élancée avec des hauts talons, bien habillée, et elle se tourne et il lui manque un œil et elle a plus de dents en bouche. Vous voyez, la perspective est complètement différente. Quand on juge, c'est pas aussi extrême, mais de voir les chevaux de face ou de côté, on a une autre vision, et c'est ce qui est important dans le fait d'avoir, pour des championnats, 7 juges placés à des endroits différents, parce que ils vont avoir une vision différente. Et c'est l'ensemble des 7 juges, c'est un travail d'équipe. C'est pas la notation d'un juge en particulier, c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est extrêmement important que les gens aient confiance, que les membres du panel aient confiance les uns dans les autres, et qu'on travaille tous ensemble sans chercher à mettre en avant des points individuels. Mhm. Et dans cet ensemble, parce que j'ai pu suivre donc les différentes participations, pas toutes, mais beaucoup pendant ces jeux. Et alors à mon humble niveau, hein, à la base, moi je suis plus cavalière de saut, mais j'ai baigné en tant que groom et même encore aujourd'hui dans le monde du dressage, donc je commence un peu à comprendre les mécanismes. Et là, je parle pour d'autres personnes comme moi, un public qui est moins initié peut-être et qui pourrait se poser des questions, parce que c'est ce qu'on on l'a vu parfois qu'on comprenait. Il y a eu des notes qui étaient parfois mal comprises. Comment on juge? Parce que moi j'ai en tête, je veux pas les nommer parce que c'est pas le débat, mais j'ai deux prestations que j'ai trouvées vraiment très correctes à mon humble niveau encore une fois, et je trouvais que les notes suivaient pas. Après j'étais sur d'autres, sur les par exemple ceux qui ont terminé sur le podium, enfin il y avait rien à redire, mais il y en a eu quelques-uns comme ça. Je me suis là je comprenais vraiment pas, et je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut expliquer comme ça en une interview, mais globalement, que recherchent aujourd'hui les juges aussi pour aider un petit peu les cavaliers, je pense, peut-être à des niveaux inférieurs aussi, à rechercher peut-être une attitude ou un certain type de cheval aussi, peut-être. Je sais pas si ça joue. Ça, je crois que c'est vraiment un des défis pour le futur, d'être capable de communiquer mieux et d'expliquer mieux notre discipline. Le dressage, c'est pas juste une succession de mouvements. C'est plus regarder la globalité, d'avoir la vision globale du cheval, l'image d'ensemble, en tenant en ligne de compte le fonctionnement correct du cheval. Et ce fonctionnement et notre façon de juger repose sur l'échelle de progression, c'est-à-dire le rythme, de la souplesse, la qualité du contact, mais est-ce que le cheval est dans l'impulsion, la rectitude, et bien évidemment le rassembler. Et ça, il faut avoir beaucoup d'expérience pour voir ces différents stades à différents niveaux, et il faut vraiment garder cette vision globale du cheval. Et comme je le disais, un de nos défis, c'est d'avoir une meilleure communication pour expliquer mieux au grand public la façon dont on apprécie les différentes épreuves. Oui, parce que c'est vrai que ça peut paraître plus subjectif, comme, enfin, le CSO, c'est vrai que si la barre tombe, la barre tombe. Enfin, il y a ici un refus, il y a un refus. Et c'est vrai que Oui, mais dans ce sens-là, oui. alors, à mon tour d'être un petit peu taquin, vous savez, le juge de dressage, on est 7. On a des règles qui sont tout à fait établies, c'est-à-dire que si on a plus de 5% d'écart, nos notes sont corrigées. On a des GSP. Un chef de piste, il a aussi un certain nombre de contraintes, mais il peut choisir son parcours. Je vais vous donner un exemple. Si je peux choisir mon Grand Prix, avec tous les mouvements qui sont donc piaffe, passage, les changements de pied autant une pirouette. Mais si je dis, je fais un Grand Prix avec 5 piaffés, coefficient 3 et 2 trop allongés,
ou alors je fais un Grand Prix avec 3 piafés et 5 trot allongés, c'est pas les mêmes chevaux qui vont gagner. Un chef de piste va avoir le loisir de dire je fais des combinaisons avec des grandes foulées, des courtes foulées. Bien sûr, un bon chef de piste a un certain nombre de points. Il doit avoir tant de sans faute, tant de 4 points, tant de chevaux qui rentrent dans le barrage. Il a beaucoup de contraintes, hein, et un bon parcours, il va être jugé sur si tous les chevaux sont plantés sur le numéro 2, ça va pas être un bon parcours. Si tous les chevaux sont sans faute non plus. Donc, l'influence du chef de piste est bien plus importante que celle d'un juge de dressage, parce que nous, on juge un programme établi, on juge en équipe, notre impact individuel est tout à fait limité. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai. ça, il faut le garder, faut vraiment le garder à l'esprit. Et c'est pas aussi facile, la barre elle tombe ou elle tombe pas. Si la barre elle tombe, c'est peut-être que les foulées sont grandes dans cette ligne. Donc, vous voyez, il y a aussi une part de subjectivité Oui. dans le concours hippique qu'on a vite tendance à oublier. Donc, effectivement, en dressage, je crois que c'est pas si subjectif que ça. On a des règles qui sont très établies et on juge par rapport à la position dans laquelle on est placé, mais bien évidemment par rapport à nos connaissances, par rapport à notre vécu équestre. Et ça rentre en ligne de compte, et c'est pourquoi on ne juge pas avec un seul juge, mais avec une équipe de juges. Et on est assisté par les GSP. Si on a manqué des erreurs techniques, par exemple dans une ligne de changement de pied, ça peut arriver, ça va très vite, hein. Vous clignez de l'œil, où il y a une mouche qui passe devant vous, eh ben, vous voyez pas une faute dans un changement de pied. C'est extrêmement rapide. Et pour ça, on est vraiment assisté. Et je crois qu'effectivement, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, l'intelligence artificielle peut nous aider dans cette direction-là. Oui, oui, non, mais c'est vrai que je les pose intentionnellement ces questions parce que c'est dans le débat, mais je pense que justement encore une fois en discutant notamment avec Déborah, on se rendait compte et c'est ce que vous relevez aussi, c'est qu'il y a cet enjeu de communication auprès du grand public justement pour bien expliquer notre sport, parce qu'on a tendance à utiliser notre propre jargon et qui est parfois pas entendu, pas compris par le public. Et d'où l'importance justement, et c'est pour ça que c'est bien de les soulever et comme vous expliquez justement ce point de vue qui est très juste et qui est, je pense, intéressant justement à partager pour mettre les choses un petit peu dans un certain contexte et bien comprendre aussi les enjeux de telle ou telle discipline. Je voulais vous demander aussi si, alors parce que donc vous êtes aussi entraîneur, vous avez été, enfin, vous êtes sûrement peut-être toujours aussi cavalier. Quel est l'impact, si vous, enfin oui, si vous le savez, de vivre des Jeux Olympiques pour un cavalier au niveau de sa carrière? Oui, comment ça peut influencer, peu importe son niveau, de participer à ce genre de jeu? Je crois que c'est le Graal pour un Mm. cavalier de participer aux Jeux Olympiques parce qu'il y a toute l'atmosphère olympique qui est un peu différente des autres championnats. Dans les autres championnats, on est vraiment seul. Les Jeux, il y a tous les sports qui sont là. Et c'est ce qui fait, je crois, la différence entre les Jeux Olympiques et les championnats du monde, c'est que les athlètes sont tous sur un même site et l'atmosphère, c'est ce qui crée l'atmosphère olympique. C'est un peu différent. Et effectivement, pour un cavalier, de participer aux Jeux, je crois que c'est le rêve d'une vie. D'avoir une médaille aux Jeux, c'est une consécration. Mhm. Vous avez des binômes comme ça que vous suivez, j'imagine, oui, et vous voyez évoluer d'une année à l'autre? Ben, on voit un peu de tout, comme je disais, et j'ai la chance de juger beaucoup. Donc, on voit vraiment des cavaliers évoluer et des chevaux évoluer. Et on a des bonnes surprises à chaque championnat. Et c'est passionnant à voir. La façon dont les coupes se développent, c'est vraiment la direction dans laquelle on va. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a le dressage attire de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est comme les sports équestres, c'est vrai que c'est assez difficile. Il faut avoir certaines ressources, il faut avoir un peu de chance, il faut savoir bien monter aussi, c'est sûr. Mais comme dans les différents profils, par exemple, que vous avez pu juger, je pense si vous pouviez donner peut-être un conseil ou votre vision des choses sur les opportunités pour les cavaliers de pouvoir progresser justement.
peut-être jusqu'à un jour arriver aux Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence? Ce qui fait vraiment la différence, c'est d'abord sa passion pour les chevaux, son investissement dans le sport, c'est d'avoir la chance d'être entouré par des bons entraîneurs, mais une bonne équipe. On n'est pas seul quand on arrive sur un championnat comme ça. Il y a tout un staff autour. Et c'est pas juste un cheval et un cavalier, c'est un cheval, un cavalier, un entraîneur, un vétérinaire, un bon maréchal ferrant, avoir la chance de pouvoir travailler ses chevaux dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans de bons sols, que les chevaux soient bien nourris, d'avoir un soutien au niveau du mental du cavalier pour qu'il se développe fort comme un athlète, mais aussi tout ce qui est autour du cheval, le respect du cheval. Le but, c'est que les chevaux durent longtemps et qu'ils pratiquent cette discipline dans les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'on a énormément évolué dans cette direction-là. Quand on a l'occasion de parler avec des cavaliers d'une autre génération, ils vous expliquaient, ils mettaient les chevaux dans le train où les transports étaient complètement différents. Certains allaient à cheval, ils partaient 2 jours en avance pour monter une compétition. Oui, ils traversaient la forêt pour aller au concours. Et ça a énormément évolué. Aussi, vous regardez les box au concours, tout est paramétré maintenant. Et ça va dans une meilleure direction, je crois. Et si on devait, parce que un bon cheval, forcément, si on monte bien en tout cas, et si on s'entend bien avec, fait beaucoup de différence. Vers quel cheval, dans ses qualités, il faudrait éventuellement se tourner? Ben, le bon cheval pour vous va pas forcément être le bon cheval pour moi, parce que c'est une question d'affinité. Certains cavaliers aiment des chevaux un peu plus réactifs, d'autres des chevaux un peu plus calmes. Mais un bon cheval, il doit avoir 3 bonnes allures de base, un bon mental, et c'est beaucoup une connexion entre le cavalier et son cheval. Et c'est ce qui crée des couples qui durent et qui durent. On a eu un bon exemple au jeu. Regardez Dalera, qui gagne 2 fois les Jeux Olympiques, qui vient de prendre sa retraite à son âge. C'était fantastique de voir un cheval de cet âge-là en si bon état mental et physique et qui a vraiment envie de travailler avec son cavalier. Et c'est ce partage, ce binôme. Le sport du dressage, c'est un sport, mais on est proche de l'art aussi. Il faut garder en tête, c'est un peu le mythe de Centaure, c'est essayer de faire qu'un avec son cheval, et c'est ce vers quoi on doit tendre. Donc, le bon cheval, c'est un cheval qui a 3 bonnes allures, c'est un cheval qui a un bon mental, et comme je vous disais, le bon cheval pour un, c'est pas forcément le bon cheval pour l'autre, c'est vraiment une question d'affinité. Tout à fait. Et maintenant, si on revient un petit peu dans votre peau de juge et si on pouvait justement et peut-être éveiller des vocations chez certaines personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le fait de juger des épreuves de dressage? Ce qui est passionnant en fait de juger des épreuves de dressage, c'est on est vraiment dans le sport. Et on fait ça pour aider la discipline. Et je crois qu'il est important que les cavaliers, les entraîneurs, les acteurs principaux du sport s'investissent de plus en plus dans le jugement. Juger, c'est pas facile. Il faut savoir que on est quasiment bénévole, on est défrayé. Les gens ne savent pas ça, hein. Les juges de dressage, quand on va sur un concours avec des cavaliers en tant qu'entraîneur, on est payé comme entraîneur. Le jugement, c'est du bénévolat. Un juge international aux Jeux Olympiques, il a 100 euros par jour. Vous voyez, les gens font pas ça pour. C'est pas les finances rentrent pas en ligne de compte. C'est vraiment la passion du sport. Et c'est important que les gens qui sont directement impliqués dans la discipline, les cavaliers, les entraîneurs, s'orientent vers le jugement. Et quel serait est-ce qu'il faut forcément être bon cavalier pour être un bon juge? Je vais pas dire qu'il faut être un bon cavalier, mais il faut être un cavalier et je crois qu'il faut avoir ressenti ce qui est correct, ce qui l'est pas et avoir une idée claire de l'entraînement correct d'un cheval. Et pour moi, il est difficile d'être juge si on n'a pas été soi-même cavalier ou entraîneur.
Sans ça, c'est trop abstrait et il y a trop de parties de notre sport qui nous échappent. Je sais, sur un plan national en France, j'ai beaucoup insisté pour que les juges, à partir d'un certain niveau, aient eux-mêmes pratiqué la discipline du dressage. Oui, ça donne une meilleure compréhension aussi de ce qui peut... Ça donne une meilleure compréhension. Je crois aussi simplement au niveau du respect des cavaliers. Quand on a monté soi-même, on sait l'effort que ça représente de se lever tôt, les sacrifices que ça représente d'aller en compétition, l'investissement personnel, tant sur un plan financier que sur un plan humain. Aller en compétition, c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas juste mettre son casque, ses bottes, qu'elle brille et rentrer en piste. C'est tout ce qui va autour. Et ça aussi, je crois qu'on doit mettre en avant tous les efforts que les cavaliers font et garder en tête que si le sport est extrêmement important, le numéro un, c'est le cheval, c'est le partenariat qu'on a avec nos chevaux. Et trop souvent, nos détracteurs ne mettent pas ça en avant. Ils présentent le cheval comme un jeu pour des gens gâtés et je crois qu'on est à des années-lumière de ça. Regardez, la plupart des cavaliers, ils préfèrent manger des pâtes toute la journée, mais que leur cheval voit le meilleur vétérinaire, le meilleur ostéopathe et qu'ils aient les meilleurs fers possibles. Combien de femmes peuvent se permettre d'avoir des chaussures, de changer de chaussures toutes les 4 à 6 semaines? Et c'est des chaussures qui peuvent, dans certains cas, atteindre des prix assez extraordinaires. Hein. Il y a des ferrures pour des chevaux de haut niveau qui sont autour de 1 000 euros. Je connais pas beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui ont des chaussures toutes les 4 à 6 semaines, une paire de chaussures à 1 000 euros en moyenne. Et ça, il faut vraiment expliquer ça au public. Je crois que nous avons notre public équestre. Regardez tous les grands concours, le public est là. Les jeux, les tribunes étaient pleines, mais sans aller jusqu'au jeu, vous regardez toutes les grandes compétitions, les tribunes sont pleines et les gens aiment notre sport et supportent notre sport. Et ça, il faut vraiment le souligner, le mettre en avant, et maintenant plus que jamais. Tout à fait. Et la plus grande difficulté pour un juge, qu'est-ce que c'est? C'est de rester juste, c'est de pas perdre sa ligne. Et c'est vraiment, bien sûr, on commet tous des erreurs. On n'est pas infaillible. C'est pourquoi on travaille en équipe. Et on a tous nos pare-feux, comme je vous expliquais. On a les GSP, on a la règle des 5% si on est trop loin les uns des autres. Mais la plus grande difficulté, c'est de garder cette vision globale et de garder cette ligne claire. Et comment on fait pour y arriver à ça? On travaille beaucoup, on juge énormément et il faut être capable de se remettre en question. Vous savez, après les épreuves, on a des débriefings sur les championnats avec les GSP où on regarde les résultats, on regarde des vidéos, on échange nos points de vue. Et c'est vraiment important d'avoir cet échange et ce travail d'équipe et d'être capable de se remettre en question. Il faut une certaine humilité pour être un bon juge, oui. Vraiment. Et garder en tête, on n'est pas là pour soi, on est là pour le sport. On est là pour la discipline. Ça se travaille, ça, C'est beaucoup de pratique. Et il y a peut-être des tempéraments, des caractères pour lesquels ça va être plus ou moins facile. Et il faut vraiment garder cette idée de globalité et de travail d'équipe. On n'est pas là pour mettre en avant nos concepts individuels. Notre jugement, il repose sur le règlement déterminé par la Fédération équestre internationale, par nos connaissances du sport équestre, et c'est vraiment un travail d'équipe en fonction de la position dans laquelle, là où on va être assis, la perception qu'on a du cheval à ce moment-là. Et vous disposez, oui, j'imagine, de mises à jour régulières, peut-être, comme une sorte d'apprentissage continu en tant que juge qui est mis à votre disposition. Oui, on a, vous savez, quand on juge, par exemple, on a tous les résultats maintenant
avec les commentaires de nos collègues. On a de plus en plus accès à des vidéos. Ce qui est aussi important, pour que les vidéos soient valables, il faut que ça représente un angle de vue qu'un juge peut voir. On voit trop de vidéos qui sont prises avec une vue du ciel. Il n'y a pas un juge qui suit un cheval sur 40 mètres, placé à 10 mètres au-dessus du cheval. On a un angle de vue particulier. Et pour pouvoir évaluer et travailler avec des vidéos, il faut que ça représente un angle de vue que le juge peut voir. Effectivement. J'ai 2 dernières petites questions avant de conclure cette interview. Je voulais vous demander s'il y a une réflexion personnelle ou un apprentissage spécifique que vous avez tiré de cette expérience particulière. Je crois que c'est une grande expérience humaine et sportive, les Jeux. Ça a été extrêmement enrichissant. Comme je vous disais, c'est vraiment un travail d'équipe, mais d'équipe au sens large. Je vous ai parlé de l'équipe des juges, mais les stewards, les vétérinaires, c'est vraiment apprendre dans sa globalité, et c'est à ce titre-là que c'était extrêmement enrichissant. Super. À refaire peut-être? C'est un rêve. Après, j'ai eu la chance de faire les Jeux une fois. Souvent, dans la guerre d'un juge, ça arrive une fois, mais si les Jeux sont importants, il y a tellement de choses à faire à tous les niveaux. Donc, je vais essayer de me servir des Jeux pour progresser, pour évoluer et pour essayer d'aider le sport de la meilleure façon possible. Super. Dernière question, en une phrase, que souhaitez-vous pour le futur des sports équestres? Je souhaite voir les sports équestres perdurer, s'améliorer, et je souhaite qu'on ait une meilleure communication avec un large public pour mettre en avant tout ce partenariat qu'on a avec nos chevaux et tout ce côté féerique qu'il y a entre le fait d'avoir un cheval et un cavalier réunis et travailler ensemble dans l'harmonie. On l'espère. Merci énormément, Raphaël. Merci, vraiment un plaisir. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Et vous, quelles sont vos attentes pour l'avenir de l'équitation? Bien que cette question soit collective, elle doit également être réfléchie à un niveau individuel pour participer activement à la transformation positive de notre secteur vers une pratique plus consciente et responsable. J'espère que cette interview vous a inspiré dans ce sens. Pour ne pas manquer les prochains épisodes du podcast, je vous invite à nous suivre sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez, car ce simple geste est finalement l'un des meilleurs moyens de soutenir ce projet et de donner plus de visibilité au podcast, ce qui me permettra de continuer à offrir du contenu gratuit comme celui-ci. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine interview.